C'est un plaisir d'être là avec vous et de parler de paiement, mon sujet préféré, et j'ai une maîtrise totale de cet écosystème-là. Ça m'a fait replonger dans mon ancienne activité chez BNP Paribas, donc c'était parfait. Donc tout simplement, bon, déjà, le paiement, c'est pas vraiment, c'est un monde de réglementation, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses, notamment en Europe, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années, justement avec la réglementation de DSP2, l'open banking, et ainsi de suite, du paiement aussi instantané. On le voit tous dans nos applications bancaires aujourd'hui, on peut faire un virement instantané, ce qui est plutôt pratique pour plein de sujets, que ce soit personnel ou professionnel. On a aussi, dans ce monde de réglementation, la future réglementation de l'SP3 qui va arriver, qui va renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, sur également la protection des datas, et évidemment essayer de pousser, d'accélérer cette notion d'open banking. Donc il faut évidemment faire de la veille sur tout ce qui est réglementaire. Et là, je pense que du coup, même une bonne source, c'est Charlotte ici, avec Marketel, pour avoir des infos sur tous ces sujets de réglementation qui sont pas très sexy, mais dont il faut évidemment parler dans le monde du paiement. On a effectivement pas mal de choses là-dessus. Et un élément sur lequel je vais revenir par la suite, c'est ce portefeuille d'identité numérique qui est en projet, va se développer pour justement être intégré dans tous les process d'identification des consommateurs à terme sur les fonctionnalités de paiement, typiquement quand il y a du paiement fractionné et du BNPL. Si vous avez une identité numérique européenne, en un clic, vous pourrez être identifié, KYC, et ainsi de suite. Donc c'est très important aussi, du coup, de voir comment ça va se développer, sachant que ces initiatives-là sont déjà mises en place dans plein de pays où il y a des identités numériques, typiquement l'Estonie, qu'on connaît, vous avez tous entendu parler de cette administration complètement digitalisée. C'est la même chose en Pologne, au Portugal, et ainsi de suite. En Inde aussi, ça s'accélère énormément sur la digitalisation de la monnaie. Vous avez vu il y a quelques années pas mal de news où on éliminait les petites coupures, ainsi de suite, pour basculer vers une monnaie numérique et une identité numérique, parce qu'on parle beaucoup de paiement, mais peut-être que le nerf de la guerre, c'est l'identité numérique. Et qui va détenir cette identité numérique ? Qui va la maîtriser? Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet de débat de citoyens, d'entreprises, pour que ce ne soit pas des grands acteurs internationaux hors Europe qui gèrent ces identités numériques. Donc, mettez la pression sur l'Union européenne pour éviter potentiellement qu'un acteur américain basé à Seattle gère tout. Donc ça, mais c'est des vrais sujets et il faut en avoir conscience. On a alors, ça reprend peut-être un petit peu l'étude, très bonne étude d'Opinionway, sur quelques irritants quand on doit payer. Effectivement, alors moi je paye tout via Google Pay ou Apple Pay, ouais je sais, c'est pas bien. Que ce soit en ligne ou en magasin, parce que je trouve ça pratique. Et je suis le roi de la scanette chez Carrefour, donc je gagne du temps aussi, merci là-dessus. Plus concrètement, effectivement, c'est un point de friction de paiement. Il faut pouvoir le rendre complètement invisible. Et il y a aussi une dimension culturelle à prendre en compte. Notre culture du paiement en France n'est pas la même que la culture du paiement en Scandinavie, en Chine, et ainsi de suite. Et je vais vous présenter différents exemples où vous verrez qu'effectivement, en Norvège, on est au milieu de ce qui peut se passer chez nous. On a effectivement une part du cash qui décroît, notamment chez les jeunes générations, où globalement, ils en ont plus dans les poches. L'argent de poche se transfère aussi directement de compte à compte via des applications mobiles. Donc on a une disparition, encore une fois, à prendre avec des pincettes en fonction de la dimension culturelle, sur cette notion de cash. On a un écosystème qui est en pleine mutation. Donc là, c'est juste une photo, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a des nouveaux acteurs, il y a des fintechs qui arrivent. Et évidemment, chaque pays a sa particularité aussi qui arrive avec ses solutions. Et ça devient vraiment, à mon sens, quand on est extérieur à l'écosystème du paiement, on se dit c'est quoi ce bazar, comment je vais m'en sortir? Alors, ça c'est quand on est à l'extérieur, quand on est dedans c'est beaucoup plus simple. Mais il y a énormément de choses qui se passent. De rapprochement. On peut penser à Venmo avec PayPal, qui sont maintenant, Venmo appartient à PayPal. Voilà, on a énormément de choses qui se mettent dans ces écosystèmes-là et que c'est très important de suivre.
Je vous ai parlé des wallets. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle de paiement via mobile, principalement, on va utiliser Apple Pay ou Google Pay. Il y a, comme somme toute, des nouveaux acteurs qui arrivent, mais ça devient des incontournables du paiement et on n'a pas vraiment, en tout cas aujourd'hui, si on interroge les consommateurs, j'imagine que la plupart diront uniquement Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay. Il n'y aura pas forcément d'acteurs français ou européens dans le lot. Peut-être en Espagne avec Bizum. En France, on a cette initiative très intéressante justement avec Wero. En plus, j'ai vu qu'ils étaient nouveaux membres de la Retail Tech. C'était pas prévu, mais c'est pas l'instant pub. Hein. Mais je trouve ça très intéressant justement pour contrecarrer ces plans-là. Il faut effectivement, on part un petit peu de loin quand on va essayer de lutter sur ces wallets américains qui sont ancrés et natifs quelque part dans nos smartphones pour aller récupérer cette population-là, avec une volonté aussi d'aller au niveau européen. Donc très intéressant de suivre l'évolution de Wero dans les mois qui viennent. Et puis, je vous ai mentionné, alors moi j'ai eu la chance d'animer une table ronde sur le paiement justement à la NRF Europe, où j'ai pu parler avec Rema, et le responsable des paiements de Rema. Donc Rema, c'est retailer norvégien. Et eux, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils ont poussé leur wallet. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à 7-8 ans, il y avait le boom des wallets self-scanning en magasin, ça a fait pchit. Ça a plus ou moins disparu de l'équation aujourd'hui. Ça revient sur le devant de la scène. On a Ikea qui a lancé son application aussi sur le paiement. On a ici Rema, distributeur alimentaire, entre autres, en Norvège, qui a lancé son wallet dans lequel vous vous identifiez avec votre identité numérique norvégienne. Et derrière, vous pouvez accéder à tout l'ensemble des services en quelques clics. Vous pouvez même faire du BNPL via leur application. En self-scanning, hein. Donc vous scannez tous vos produits. Au checkout, si vous voulez faire du paiement fractionné, vous faites du paiement fractionné, ça ne prend qu'un clic. Et leur objectif, à terme, c'est que l'intégralité des paiements passe par leur application mobile. Et nous expliquer que l'usage de l'application mobile, donc de leur wallet propriétaire, augmente le panier moyen de 12 à 15%. Et eux, ils n'ont pas de problématique de self-checkout, de magasin autonome, parce que culturellement, le vol n'est pas ancré dans l'ADN des Scandinaves. Et donc, ils disaient, eux, énormément de consommateurs scannent les produits, payent et s'en vont. Tout ça depuis leur smartphone. Il n'y a plus de passage en caisse et ainsi de suite. Mais c'est culturel. Je ne suis pas persuadé que ça fonctionne chez nous. Ou alors, attention à la démarque. Mais encore une fois, je trouve ça très intéressant, ce retour du scan and pay, du wallet, chez des retailers, aujourd'hui, dans l'écosystème dans lequel on est. C'est des cycles, hein, souvent l'innovation. Et aujourd'hui, on a ce retour en force, en tout cas, du wallet propriétaire chez les retailers. Donc, à voir, évidemment, si ça va se déployer à l'ensemble du retail européen et particulièrement chez nous en France. On a somme toute beaucoup de fraude, malheureusement, sur le paiement et surtout sur le paiement en ligne. Il y a tous les jours, vous avez des arnaques et autres sur le paiement qui se mettent en place. Et là où c'est intéressant, évidemment pour lutter contre ça, c'est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude, c'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années que ça existe. Dans le monde bancaire, évidemment, on identifie des comportements atypiques, des comportements d'achat, des comportements de paiement atypiques qui font des warnings et qui demandent des contrôles supérieurs, derrière de validation, bien évidemment. Aujourd'hui, on peut même lutter, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo de cette mamie anglaise faite par un opérateur mobile au UK, où il y a des arnaques téléphoniques sur les personnes âgées, où là, du coup, c'est une IA générative qui prend la main et qui parle pendant des heures aux arnaqueurs pour leur faire perdre du temps et éviter ces arnaques-là. Donc ça, l'IA générative peut aider à la lutte contre la fraude, mais peut aussi accélérer la fraude. C'est ça le problème, bien évidemment. On va avoir de plus en plus d'attaques et d'usurpation d'identité avec l'IA générative qui va arriver, qu'on soit un grand patron ou un simple consommateur. Et donc ça, les retailers vont devoir aussi s'armer pour identifier, notamment en ligne, la véracité, savoir si vous êtes bien un humain derrière ou pas. Je ne ferai pas de débat sur le projet Orb de Sam Altman, d'avoir une identité numérique en ligne avec le scan rétinien et ainsi de suite.
pour identifier si vous êtes un humain ou une machine. Je pense que c'est très dangereux de donner son empreinte biométrique, et notamment de l'œil, à Sam Altman et OpenAI derrière. Mais ça n'engage que moi. Et là, c'est très intéressant, et je vais faire la passerelle avec le prochain jeudi de la Réalité Tech sur l'agentic commerce, évidemment, parce qu'il y a pléthore d'annonces aujourd'hui de partenariats de Shopify, Stripe avec OpenAI pour onboarder le paiement directement dans le chat GPT. Donc c'est pas anodin. On voit que cette évolution du commerce, du e-commerce notamment, forcément les acteurs du paiement, et notamment Stripe, qui est très très actif et très très agressif sur tout l'écosystème, eh bien ici ils misent pour justement rendre le paiement complètement transparent dans ChatGPT, qui est potentiellement, alors après on verra dans les années à venir, mais une plateforme e-commerce en devenir. Ce qui fait que malheureusement, potentiellement, vos consommateurs n'iront plus sur votre site et ne paieront plus sur votre site. Et à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est Instant Checkout. Hop là. Je vais lancer la vidéo. Bon, c'est une photo, bon, c'est pas grave. Donc c'est OpenAI qui a développé son Instant Checkout avec un protocole qui s'appelle l'Agentic Commerce Protocol, qui a été co-conçu avec Stripe. Et d'ailleurs, Stripe est un peu partout dans tous les écosystèmes de paiement. Et ça vous permet ici, par exemple, d'acheter ces magnifiques bols en un clic, sans avoir à faire de checkout. Vous êtes préenregistré, c'est avec votre compte, et c'est fini. On a aussi des néobanques comme Revolut qui se déploient et qui attaquent le monde du commerce physique, avec leurs terminaux de paiement, avec aussi des solutions logicielles qui sont en phase de développement, et qui attaquent plutôt le commerce de proximité, bien évidemment, mais va attaquer par la suite les grands acteurs du retail. Et encore une fois, hein, moi quand je regarde tous ces nouveaux acteurs qui se mettent dans le monde du paiement, j'ai vraiment l'impression que ça devient de plus en plus le Far West, et ça devient de plus en plus compliqué aussi quand on a retailer de savoir quelle offre, quel partenaire choisir. Parce que, évidemment, ils sont tous merveilleux. On a Venmo. Alors c'est intéressant Venmo parce qu'initialement c'est quand même du paiement pair à pair entre particuliers. Et ça a tellement eu de succès, c'est devenu dans le retail, dans les magasins physiques, où je peux payer et faire un Venmo. Aux États-Unis, jusqu'il y a quelques jours, je pouvais même payer sur Amazon avec Venmo. Mais devant le succès et le flux généré par Venmo dans les paiements sur Amazon aux US, ils viennent de se faire sortir. Donc quand je vous dis que c'est le Far West, c'est vraiment le Far West. Évidemment, Venmo appartient à PayPal, et du coup, aujourd'hui, vous pouvez faire des paiements d'un compte Venmo à un compte PayPal, et d'un compte PayPal à un compte Venmo. Ce qui n'était pas le cas encore. Uber, qui n'a pas commandé sur Uber Eats, ou de prix de Uber. Donc vous êtes tous passés par la plateforme de paiement d'Uber quelque part. Eh bien Uber aussi propose sa solution avec des partenariats pour devenir un acteur du paiement ouvert à des tiers. WhatsApp Pay, non, en France ce n'est pas possible. Aux US, je peux payer un achat via WhatsApp directement. Et encore une fois, si vous regardez le checkout, l'URL checkout.stripe.com. C'est Stripe qui est derrière. Donc on a tous ces acteurs qui se mettent en place un peu partout dans le monde. J'aurais pu vous parler aussi d'Alipay, des wallets WeChat Pay en Chine, mais je les ai déjà présenté des slides dessus ici, donc je ne les ai pas mis visuellement. Mais en Chine, c'est pareil. Si vous n'avez pas Alipay, vous ne pouvez pas payer. Il n'y a pas de paiement carte bleue. En magasin, en restaurant, moi j'y suis allé, à chaque fois, pas de CB, que Alipay, que des QR codes à scanner. À part dans quelques grands magasins, mais globalement, pas de paiement CB. En Espagne, on paye aussi paiement QR code avec Bizum, qui est un équivalent de Wero. Donc on a beaucoup de solutions, beaucoup d'écosystèmes qui sont propres aussi à chaque pays, qui se déploient, évidemment avec les logiques culturelles. On a aussi des nouveautés, et ça je trouve ça génial. Metropolis, c'est un opérateur de parking aux États-Unis. Donc parking dans les aéroports, ainsi de suite.
Et du coup, ils ont déployé leur solution de paiement pour les voitures, reconnaissance des plaques d'immatriculation, ok, très bien, parfait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent le monde du commerce, notamment de la restauration, pour quand vous passez au drive, ce soit votre plaque d'immatriculation qui devienne le moyen de paiement. Donc on a un opérateur de parking qui devient un acteur de paiement dans l'industrie de la restauration rapide. Je ne sais pas si on se rend compte de la logique derrière, et ça, je trouve ça passionnant, parce qu'en fait, on a des nouveaux entrants qui peuvent arriver de secteurs complètement atypiques sur ces logiques de paiement. C'est comme si demain, Vinci vous permettait de payer chez McDo. On est dans cette équation-là. Et tout ça grâce à la reconnaissance d'image. Donc encore une fois, des acteurs qui rentrent par tous les moyens. Je vous ai parlé tout à l'heure de Buy Now, Pay Later, publicité a priori par les Européens, notamment chez les jeunes générations pour les fêtes de fin d'année aux US. Ils sont plus de 70%, encore une fois, à se dire que s'ils doivent faire des achats de Noël, ils le feront en Buy Now, Pay Later. Ce qui répond aussi à une logique problématique, entre guillemets, de pouvoir d'achat, de faire ce paiement fractionné. Et on était cette semaine, enfin mardi d'ailleurs, avec Charlotte chez Fujitsu, et j'ai eu une anecdote très intéressante, je crois que c'était Maison du Monde, qui expliquait que sur le paiement fractionné, par exemple, en Belgique, c'est une insulte, et que ça ne fonctionnait pas. Donc il ne fallait pas le proposer. Par contre, il fallait donner une dimension de service et pas parler de paiement fractionné, parce que le crédit conso est très mal perçu par les Belges. On a effectivement un BNPL qui est très inférieur en montant d'achat, en tout cas à 500 €, et principalement, on voit, pour des achats liés à l'électroménager et à la high-tech. Et puis, quand on parle de BNPL, il faut évidemment mentionner Klarna. Klarna est un acteur majeur du Buy Now Pay Later, mais se transforme aussi en super application de shopping. Ça devient une plateforme, encore une fois, servicielle e-commerce. Et d'ailleurs, ça a été un des premiers à faire un partenariat avec OpenAI pour développer un chatbot retail dans OpenAI, au lancement d'OpenAI en 2022, qui vous permettait d'acheter directement via leur bot et d'avoir des recommandations sur des produits. Ah, l'euro numérique. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'identité numérique, mais je vais y revenir. L'euro numérique, il y a ce projet de créer une monnaie européenne centralisée par la Banque Centrale Européenne pour faire tous ces paiements et évidemment avoir une meilleure traçabilité des paiements, lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale et ainsi de suite. Donc c'est une monnaie CBDC, donc centralisée, à l'instar, qui va complètement à l'encontre de Bitcoin et autres, qui sont des monnaies décentralisées, numériques. Et là, on va avoir une dualité aujourd'hui sur ces sujets-là, au niveau international, entre ce qui se passe en Amérique du Nord et ce qui se passe en Europe. Sur l'identité, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y a cet espace où vous allez pouvoir intégrer tous vos éléments d'identité pour avoir une seule identité européenne qui va vous permettre de faciliter, notamment pour les gens qui travaillent à l'international, ou si demain vous devez aller travailler 6 mois en Espagne, vous aurez tous vos papiers d'identification qui vous permettront d'ouvrir un compte bancaire, de faire toutes vos démarches administratives dans tous les pays d'Europe via le biais de ces identités européennes, d'avoir aussi une très bonne traçabilité des flux individuels de chaque personne et de toute sa vie au global dans l'Union européenne. Dès lors que pour accéder à un service de l'Union européenne ou administratif d'un des pays, vous devrez à terme être authentifié par ce portefeuille d'identité numérique, dans lequel il y aura toutes vos infos, évidemment. D'où l'importance que ce soit géré par des acteurs européens. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'euro numérique, mentionné Bitcoin. Il y a un sujet qui est très intéressant, la blockchain. Aujourd'hui, il y a des paiements transfrontaliers qui sont faits par la blockchain. La Banque de France a utilisé une surcouche de Ethereum, qui est une blockchain publique, pour faire des paiements transfrontaliers avec l'Asie, en partenariat avec des banques, notamment des banques françaises. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça diminue les coûts de transferts internationaux. Ça va beaucoup plus vite, c'est quasiment instantané. Aujourd'hui, typiquement,
si je devais faire un transfert dans une zone un peu tendue, où il y a un peu de conflit, où il y a peut-être des sanctions aussi internationales, ça me prendrait 3-4 intermédiaires qui prendraient jusqu'à 8 à 10% de la somme. Et ça prendrait peut-être une semaine à 10 jours pour arriver. Là, via la blockchain, on a des fees qui sont de l'ordre du 1% au max, mais certainement en dessous du 1%, et c'est quasiment instantané, en quelques secondes, c'est fait. Donc c'est très intéressant de voir ces protocoles-là. Sachez également qu'il y a des projets que toute la finance nord-américaine bascule sur la blockchain, notamment pour les notions de bourse, et pouvoir, à terme, trader 23 heures sur 24 au niveau de la bourse de New York. Et puis, les stablecoins. Donc les stablecoins, c'est une monnaie numérique, typiquement l'US dollar, qui est virtuelle. D'accord? Chaque acteur qui émet une monnaie virtuelle basée sur le dollar, donc en IUS dollar, doit avoir son équivalent, sa contrepartie, tangible. Donc toutes les entreprises qui vendent des stablecoins dollars ont des bons du trésor en dollars qui sont rémunérés et ils gagnent énormément d'argent par ce biais-là. D'où le fait qu'aujourd'hui, si vous avez des stablecoins, il y a des plateformes qui vous proposent de vous rémunérer si vous les bloquez. Eh bien aujourd'hui, il y a Walmart et Amazon qui ont annoncé, enfin récemment, il y a quelques semaines, qui ont annoncé qu'ils réfléchissaient à créer leur propre e-dollar pour backer ça avec des bons du trésor et être rémunérés pour ces usages-là, évidemment, pour aussi bypasser pas mal de frais bancaires, notamment sur les transferts, par le biais de leur propre dollar. Donc on a des retailers aujourd'hui qui vont chercher des sources de revenus complémentaires en surfant cette notion de stablecoin, de monnaie numérique, dont l'administration Trump est très friande et fait massivement la promotion. Alors qu'en France, en Europe notamment, on est plutôt en train de se verrouiller sur ces sujets-là. On est plutôt d'aller, à contrario, vers une monnaie très centralisée et pas ouverte à des tiers. Alors que là, sur les stablecoins, on peut être ouvert à des tiers. Donc on va certainement avoir une dualité géopolitique qui va arriver sur cette notion de monnaie numérique à terme, de guerre entre les US et l'Europe. Et aujourd'hui, la majorité des monnaies stablecoins sont adossées à du dollar. Donc ils ont déjà pris une avance considérable par rapport à la zone euro sur cette notion de digitalisation de l'argent, entre guillemets, via des e-monnaies. Et puis, évidemment, on a d'autres sujets qui sont à prendre en compte. C'est demain, comment tout ça va se passer sur les moyens de paiement dans le futur d'Internet. D'accord? Aujourd'hui, on a vu sur les études, je paye avec des sites web, avec ma carte bleue, mes wallets, ainsi de suite. En euros, je peux payer, si j'ai des crypto-monnaies, sur certains sites, en Bitcoin, Ether ou en stablecoin. Voilà, on peut le faire, c'est très pratique. On connecte son wallet, le paiement est fait instantanément. Et puis, vous savez que j'ai un dada, c'est cet écosystème immersif. On a une jeune génération qui joue énormément aux jeux vidéo, qui est beaucoup sur Roblox, qui utilise une monnaie propre à Roblox, les Robux, pour payer ses assets numériques dans cet écosystème-là. Vous avez déjà parlé que Walmart, par exemple, vend des objets tangibles, bien réels, pour que vous portiez dans la vraie vie sur Roblox. Et ils ont évidemment les doubles numériques pour les avatars des joueurs dans Roblox. Mais demain, du coup, est-ce que je ne vais pas avoir une monnaie Roblox qui pourrait émerger en dehors de l'écosystème du gaming, qui me permettrait d'aller payer chez Intermarché ou chez Carrefour? Pourquoi pas? Avec un taux de change qui serait l'équivalent d'une monnaie internationale ou d'une monnaie type crypto-monnaie, parce qu'aujourd'hui, une crypto-monnaie, c'est associé à une devise internationale d'un point de vue comptable. On fait la conversion, je vous conseille instantanément, sinon vous avez des effets de fluctuation qui peuvent être plus ou moins tendus suivant la crypto-monnaie. Et donc, il faut pouvoir penser demain comment je vais payer quand c'est mon avatar qui va aller faire du shopping à ma place.
est-ce que mon avatar demain me demandera même de valider un paiement? Parce qu'il va me connaître tellement bien, il aura peut-être toutes mes informations, qu'il pourra payer automatiquement. Et moi, je recevrai, en mode cadeau surprise, chez moi, ce que mon avatar aura commandé. Après, est-ce qu'on veut de ça ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, il faut les regarder très très loin dans le scope du paiement de demain sur ces nouveaux comportements, parce que ces jeunes générations, 80% des Gen Z jouent à des jeux vidéo. C'est juste, et ça devient une plateforme sociale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vos ados, quand ils vont sur Roblox, c'est pas simplement pour jouer. Dans 75% des cas, c'est pour parler avec leurs amis avec qui ils ont passé la journée à l'école. Donc ça devient une plateforme sociale. Et le futur des réseaux sociaux, pour moi, c'est justement ces plateformes de gaming. Et donc le futur du social commerce, ce sont encore une fois ces plateformes de gaming. Et donc le futur du paiement, il va certainement aussi émerger via ces plateformes de gaming à terme. Et je vous remercie.